Il y a quelques temps, j'ai fait ce petit cube avec une esthétique un peu gélifiée sur After Effects, et je me rends compte que ça fait un bon sujet de tutoriel, vu que ça permet d'aborder d'une part les bases de la 3D, et d'une autre part l'effet balayage temporel, Time Displacement pour les intimes, qui est un effet très puissant mais pas très connu. Donc je vous propose de voir tout ça tout de suite. On se retrouve donc derrière After Effects, je vais tout de suite pouvoir venir créer une nouvelle composition. Vu que je suis sur un format vertical, je vais vouloir mettre du 1080 par 1080 comme résolution. Mais ce qui va nous intéresser dès le début, c'est le rendu 3D qu'on va choisir. Sur After Effects, vous avez donc trois possibilités, la 3D classique, la 3D avancée et Cinema 4D. La 3D classique, c'est le moteur par défaut. Il vous permet de conserver l'ensemble des fonctionnalités d'After Effects, comme les styles de calque, les masques, les maths, les effets, les liens de parenté, etc. etc. Mais en contrepartie, c'est pas un vrai moteur 3D. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire bouger vos calques dans un espace 3D, mais les calques eux-mêmes ne seront pas réellement en 3D. Ce sont des calques 2D qui interagissent dans un environnement 3D. On appelle d'ailleurs parfois ce type de moteur des moteurs 2.5D, parce qu'ils ne permettent pas une réelle extrusion ou un réel environnement 3D. C'est comme si vous aviez une scène 3D, mais où tous les éléments étaient de très fines couches de papier, tellement fines qu'elles sont invisibles si on les regarde par le côté, car elles ont une épaisseur de 0. Vous avez ensuite le moteur 3D avancé, qui active de nouvelles options, mais qui en désactive aussi beaucoup d'autres. Là, pour le coup, vous perdez énormément de fonctionnalités d'After Effects, comme les effets, les modes de fusion, les styles de calque, etc. Mais en contrepartie, c'est un vrai moteur 3D, au sens où vous pouvez importer des modèles 3D qui sont créés sur d'autres logiciels, et où vous pouvez réellement créer des extrusions et des biseautages sur vos calques, c'est-à-dire que vous pouvez faire en sorte qu'ils soient de vrais objets 3D avec une vraie profondeur, et pas de simples calques 2D dans un espace 3D, comme avec le moteur 3D classique. Et vous avez enfin le moteur Cinema 4D, qui est légèrement désuet depuis que le moteur 3D avancé a été ajouté il y a 1 an et demi. Je rentre pas trop dans les détails des différences, mais en gros, c'est pareil, c'est un vrai moteur 3D, donc vous pouvez extruder vos calques, mais vous avez en contrepartie énormément de limitations. Je vais pas plus aborder les moteurs de vrai 3D d'After Effects dans cette vidéo, parce que globalement, si on veut vraiment faire de la 3D, on va aller sur Blender ou Cinema 4D. Faire de la 3D sur After Effects, ça peut être pratique dans certains cas, mais ça reste limité. On va donc rester avec le système le plus utilisé, qui est celui de 3D classique, puisqu'il permet de manipuler les calques dans l'espace et de donner de la profondeur à la scène, sans qu'on ne perde rien de l'intérêt d'After Effects, que sont les effets, les modes de fusion, les masques, etc. Je vais donc nommer ma composition cube, je reste bien en 3D classique, et je valide. Pour commencer à créer notre cube, on va donc devoir faire chacune de ses faces, puisque je vous le rappelle, ce n'est pas de la vraie 3D, ça sera un cube qui sera en réalité complètement creux. On ne peut pas créer un carré et puis l'extruder pour avoir une sorte de cube rempli. On va simplement créer 6 carrés 2D qu'on va positionner dans l'espace de sorte qu'ils forment les 6 faces d'un cube. Pour faire ça, je vais donc créer ma première face. Je vais double-cliquer sur l'outil rectangle. Là, comme ma composition est en 1080 sur 1080, j'ai le même rapport largeur-hauteur, donc j'ai déjà un carré. Si jamais c'est pas votre cas, vous pouvez venir ici changer les dimensions du rectangle. Ici, moi, pour le rétrécir un petit peu, je vais par exemple lui donner une dimension de 700 sur 700. Une fois qu'on a ça, on peut renommer notre forme avant, parce que ça va être la face avant du cube, et on peut venir la passer en 3D. Là, on voit que les options de 3D s'activent bien dans la composition. Vous pouvez à tout moment changer le moteur de rendu juste ici, plutôt que de faire CTRL-K et puis rendu 3D à chaque fois. Et ensuite, vu que vous êtes dans un espace 3D, fatalement, vous allez avoir plusieurs vues possibles. Si je viens sélectionner ici 4 vues, j'ai donc ici ce que verra le spectateur à la fin, ce qui sera exporté. Ici, la vue du haut. Comme je vous ai dit, on est sur de la 2.5D, donc ici, on voit le haut du calque, mais vu qu'il n'y a pas de profondeur, on a simplement la ligne qui nous indique qu'il y a un calque, mais on ne peut pas réellement le voir, hein, c'est pas un vrai objet 3D avec une profondeur. Idem si on se met à droite par rapport à l'objet. Il n'a aucune épaisseur, donc on a simplement le trait qui nous indique qu'il y a un calque, mais on ne voit rien de plus puisqu'il n'a aucune épaisseur. Et enfin, on a la vue de devant qui est la même que la vue finale. Si jamais vous n'avez jamais fait de 3D, c'est vraiment important que vous vous familiarisiez avec les vues comme ça. C'est extrêmement utile pour bien comprendre où les objets sont situés, et si vous ne travaillez toujours qu'avec la vue principale, vous allez parfois avoir vraiment beaucoup de mal à vous y repérer. Et en plus, on peut changer ce qu'on voit dans chacune de ces prévisualisations. Quand je sélectionne la vue de droite, par exemple, on voit qu'ici il est bien sur droite, mais je peux par exemple voir plutôt ce qui se passe depuis la gauche. Là évidemment ça ne change rien, parce que si on est exactement à droite ou exactement à gauche, comme toujours, le carré n'a aucune profondeur, donc on voit exactement la même chose, c'est-à-dire rien. Mais vous pouvez même définir une vue personnalisée. Là par exemple, la vue personnalisée 1 par défaut, elle est un petit peu en hauteur et elle a un angle de 45 degrés vers le bas, et donc là on a encore un point de vue différent sur notre calque. Vous pouvez défiler comme ça dans les différentes vues personnalisées pour voir s'il y en a une qui vous parle, et vous pouvez bien sûr vous déplacer vous-même dans l'espace. Pour ça vous allez appuyer sur C
pour récupérer l'outil qui vous permet de vous déplacer dans l'espace. Et donc là, quand vous appuyez sur C, vous allez cycler entre 3 outils possibles. Le premier, c'est un outil qui vous permet d'orbiter autour du point que vous choisissez, donc ça vous permet de tourner comme ça autour. Le deuxième, c'est un outil de déplacement pur et simple, donc là vous voyez que je peux monter, aller à gauche, aller à droite, redescendre, de manière uniforme. Et vous avez le troisième, qui est un outil de zoom. Vous avez juste à définir un endroit en cliquant dessus, et quand vous avancez votre souris, vous allez zoomer vers cet endroit, et en reculant votre souris, vous allez dézoomer. Vous voyez que quand je suis sur un outil et que j'appuie sur C, ça me permet de passer à l'outil suivant, et donc c'est très pratique d'utiliser chacun de ces outils pour se déplacer autour de la scène, bien se repérer et mieux comprendre ce qui s'y passe. Et je le répète, mais tout ça ce n'est que pour vous, c'est de la prévisualisation. Là je modifie ma vue personnalisée 1, et ça n'impacte ni la caméra active, ni la vue du haut, ni la vue de devant, ni n'importe quelle autre vue. C'est tout à fait normal, je ne bouge pas l'objet en lui-même, je ne fais que bouger un observateur dans mon espace qui regarde la scène. La seule différence, c'est si vous utilisez ces outils sur la vue qui désigne la caméra active, parce que c'est cette vue-là qui va être exportée. Là si je retourne avec une seule vue et que je suis bien sur la caméra active, si je commence à bouger dans ma scène et à par exemple définir cet angle-là, et bien maintenant, même si la position du calque n'a pas bougé, vu que c'est ce point de vue-là qui va être utilisé pour l'exportation, le fait de l'avoir modifié grâce à ces outils va impacter le rendu final. Pour réinitialiser une vue à son paramètre par défaut, si jamais vous l'avez changé sans le vouloir, c'est très simple, vous déroulez les options ici et vous cliquez sur réinitialiser la caméra par défaut. Ça va vous remettre la vue initiale. C'est pareil si on retourne sur la vue personnalisée 1 que j'ai modifiée tout à l'heure pour vous montrer les différents outils. Si je clique sur réinitialiser la caméra vue personnalisée 1, on retrouve les paramètres par défaut qu'on avait eu au tout début. Pour terminer cette petite présentation des outils de base de la 3D sur After Effects, vous avez ici l'option ébauche 3D qui vous permet de simplifier grandement la manière dont After Effects va prévisualiser votre scène 3D. Vous pouvez voir ça comme un équivalent spécifique à la 3D, au fait de baisser la résolution générale de votre scène si jamais il y a trop de pixels à interpréter pour le logiciel et que du coup les prévisualisations sont trop lentes. Donc, je récapitule rapidement. Quand vous activez la 3D sur un calque de votre scène, vous avez de nouvelles options qui apparaissent. Les 3 outils pour se déplacer dans l'espace, raccourci C. Le paramètre ébauche 3D qui vous permet de baisser la qualité du rendu pour prévisualiser plus vite. Le menu qui vous permet de choisir le moteur de rendu qui est utilisé. Le menu qui vous permet de visualiser votre scène sous différents points de vue et de les modifier. Et le menu qui vous permet de rajouter des vues pour avoir plusieurs observateurs en même temps et mieux vous repérer dans votre scène. Bref, on a fait assez de théorie, on va animer nos cubes. Ici, moi je vais commencer par animer le cube extérieur, qui est un cube en réalité qui est quasiment transparent, puisqu'il renferme un autre cube à l'intérieur, et il faut qu'on puisse voir ce cube à l'intérieur. Donc en réalité, ici, je vais vouloir retirer le fond en faisant Alt-clic, 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 mais rajouter à la place un contour. Voilà, un contour blanc, c'est parfait. Et on va le rendre un peu plus fin, on va dire que ça va être un contour de 5 pixels. Donc là, c'est parfait, hein, si on active la grille de transparence, on voit qu'on a seulement les arêtes du cube qui sont visibles. Donc je peux dupliquer cette face avant, et on va créer maintenant la face du haut, donc je vais l'appeler haut. Je vais venir positionner le point d'ancrage de ce nouveau calque au milieu en haut. Pour faire ça, j'utilise un petit plugin gratuit, si vous l'avez pas, je vous mets un lien en description. Et donc là, on va peut-être vouloir se mettre en 2 vues pour bien comprendre ce qu'on fait. On a bien notre caméra active qui sera la caméra finale à gauche, mais à droite, ça me sert à rien d'avoir ça, donc je vais plutôt venir sélectionner la vue personnalisée 1. On voit bien qu'on a un calque avec le point d'ancrage au milieu et un calque avec le point d'ancrage en haut. Et donc ici, pour avoir le haut du cube qui va se dessiner là, je vais venir appuyer sur R pour faire apparaître sa rotation. Et vous voyez que quand je modifie la rotation sur l'axe X, étant donné que son point d'ancrage est sur l'arête supérieure, il va pouvoir pivoter jusqu'à prendre un angle de 90 degrés avec l'autre face. Je viens ici directement mettre 90. Et vous voyez que j'ai bien réussi à créer une nouvelle face qui correspond au haut de mon cube. Si j'appuie ici sur C pour prendre l'outil qui permet d'orbiter, on voit bien les deux faces qui ont été créées et connectées ensemble. Maintenant que vous avez compris le principe, je vais aller un peu plus vite. Je vais à nouveau dupliquer la face avant. Je vais l'appeler bas. Je vais positionner le point d'ancrage cette fois-ci, sans surprise, en bas. Je vais à nouveau appuyer sur R et je vais à nouveau faire pivoter le calque jusqu'à atteindre moins 90 degrés, ce qui correspond à un angle droit. À nouveau, si on orbite, on voit que notre cube continue de prendre forme. Je vais encore dupliquer la face avant. Je vais mettre le point d'ancrage cette fois-ci à gauche. J'appuie à nouveau sur R. Et cette fois-ci, c'est la rotation Y que je vais modifier pour atteindre l'angle droit qui va me permettre de créer la face gauche de mon cube. Je n'oublie pas de bien renommer mon calque. Je vais encore dupliquer la face avant. Cette fois-ci, je mets le point d'ancrage à droite. J'appuie sur R. J'augmente la rotation Y jusqu'à atteindre un angle droit. Je renomme le calque droite. Et enfin, je vais venir créer la face arrière du cube. Je duplique encore la face avant, je vais l'appeler arrière, et je vais venir utiliser ici cette espèce de roue 3D pour modifier la position en Z de mon calque. Donc je viens ici sélectionner la flèche qui correspond à la position Z, et je la fais reculer jusqu'au fond en maintenant Shift. Là ici vous vous souvenez qu'on a des carrés qui font 700 pixels sur 700 pixels, donc je sais que pour être pile poil au fond, je dois atteindre la valeur de 700.
Là ici vous voyez que je suis pile poil à 700, donc je peux relâcher. Et j'ai bien un beau cube 3D à 6 faces fonctionnel, dont on ne voit que les arêtes. Maintenant ce cube, encore faut-il qu'on puisse le manipuler facilement. Pour ça, je vais venir faire CTRL ALT SHIFT Y pour créer un nouvel objet nul. CTRL SHIFT Y en sélectionnant l'objet nul que je viens de créer pour pouvoir changer son nom. Je vais l'appeler CTRL Cube. Je vais venir le passer en 3D. Et là, vous voyez qu'il est collé au centre de la face avant et pas au centre du cube lui-même. Ça va être un peu dérangeant si on veut faire des rotations parce que les rotations vont partir d'une des faces et pas du centre. Donc pour corriger ça, je vais à nouveau modifier sa position en Z en sélectionnant la flèche bleue, en maintenant SHIFT et en reculant jusqu'à atteindre la valeur de 350 puisque fatalement, vu qu'on a des côtés qui font chacun 700 pixels de largeur et de hauteur. 350 pixels, c'est 700 divisé par 2, donc c'en est le milieu exact. Une fois qu'on a fait ça, on sélectionne toutes les faces, et à partir de la colonne parent et lien, on les lie à notre objet nul. De cette manière, ça me permet de contrôler le cube en un seul morceau. Tous les mouvements que je vais venir impulser à l'objet nul vont se répercuter sur l'ensemble des faces. Idem si je viens affecter des rotations à l'objet nul. Donc ça va nous permettre de contrôler facilement tout notre cube, et c'est évidemment ce qu'on va utiliser pour animer. Maintenant qu'on a fait ce cube extérieur, je vais pouvoir m'occuper du petit cube qui est à l'intérieur. Pour ça, je vais à nouveau dupliquer une face. Je vais venir la mettre tout en haut pour me repérer. Le contrôleur, je vais peut-être plutôt l'appeler contrôle grand cube, pour qu'on sache ce qui contrôle quoi. Je vais venir attribuer une couleur différente au calque de ce nouveau cube pour qu'on puisse bien se repérer. Par exemple, celle-là. Donc ce nouveau cube, à l'inverse, on veut voir ses faces. Donc on va faire Alt-clic sur le fond pour avoir un fond. On va changer sa couleur en blanc. Et on va mettre un petit contour noir pour bien séparer les différentes faces. Maintenant qu'on a ça, vu qu'on veut que le cube soit à l'intérieur de l'autre, on va venir bien sûr réduire sa taille. Par exemple à 400 sur 400. Je vais venir ici retirer le lien vers le contrôle du grand cube, vu qu'on veut que les deux cubes soient indépendants. Et puis maintenant, je vais construire le nouveau cube, donc je vais masquer l'ancien cube pour avoir un espace de travail plus lisible, mais ça va être exactement le même processus que juste avant, hein. Dupliquer, renommer, modifier le point d'ancrage, changer la rotation, et réitérer le processus, donc vous n'allez pas apprendre grand chose, je vous retrouve directement quand j'ai fini. Donc voilà, j'ai terminé de réaliser ce cube en dupliquant les faces, puis en créant un objet nul 3D au centre et en parentant toutes les faces à l'objet nul. Le problème que j'ai là, c'est que le cube il est complètement collé sur une des faces de l'autre cube, donc je vais venir ici en modifiant la position Z de l'objet nul, centrer le cube au centre de l'autre, avec donc une position Z de 350, puisque comme tout à l'heure, 350 c'est la moitié de 700, et 700 ce sont les dimensions des faces du grand cube. Donc voilà, maintenant qu'on a ça, on a fait une bonne partie du travail. Juste pour préciser, hein, moi ici j'ai mis un cube dans un cube, mais bien sûr une fois que vous avez créé un cube avec des arêtes comme ça, vous pouvez mettre n'importe quoi dedans, et puis bien sûr vous pouvez créer des objets 3D à partir de calques qui ne sont pas du tout des formes natives d'After Effects. Là ici par exemple, j'importe une image au pif ou même une vidéo, je peux venir en créer une précomposition, ça me permettra éventuellement de la redimensionner, par exemple ici j'ai envie d'avoir seulement quelque chose de, allez, 1000 pixels sur 1000 pixels, et puis maintenant cette composition, je peux l'importer ici, la passer en 3D, on va dire que c'est la face avant, la dupliquer, dire que c'est la face gauche, mettre le point d'ancrage à gauche, et puis voilà, on peut comme ça commencer à s'amuser en créant des cubes ou n'importe quelle autre forme géométrique à partir d'images, de vidéos ou ce que vous voulez, et puis après voilà, vous en faites ce que vous voulez, les modes de fusion sont toujours activés, vous pouvez rajouter des styles de calque, des effets, enfin voilà quoi, vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez avec. Bon là je suis en train de défigurer complètement ce pauvre Robert Delaunay, mais c'était juste pour vous montrer qu'avec ce moteur de rendu là, vous n'êtes pas cantonné aux formes natives d'After Effects, vous pouvez importer vos propres médias et les positionner comme vous voulez dans l'espace 3D. Bref, on va donc attaquer rapidement l'animation. Je vais venir ici dans mon objet nul qui contrôle le grand cube, je vais appuyer sur R, je vais venir activer les images clés pour la rotation X et Y, je vais aller 30 secondes plus loin, et on va venir ici indiquer une valeur de 90 degrés pour chaque paramètre, ce qui va créer ici cette espèce de rotation en diagonale qui est assez intéressante. Si on anime que la rotation X, on a en gros le cube qui tourne vers l'avant, si on anime que le Y, on a le cube qui tourne de droite à gauche. Avec le cumul des deux, on a une belle diagonale. Pour que le mouvement continue en boucle sur toute l'animation et qu'on n'ait pas à copier-coller des images clés à chaque fois, je vais venir faire Alt-clic sur le chronomètre de la rotation en X pour ouvrir le champ des expressions. Ça va me permettre d'écrire du code qui va modifier l'animation de la propriété. Il y a une fonction native qui est incluse dans After Effects qui est très pratique pour faire boucler une animation. C'est la fonction loopout. Donc on va venir écrire L-O-O-P O majuscule U-T. Quand vous écrivez loop, elle vous est proposée juste ici. Vous avez simplement à venir appuyer sur Entrée pour la sélectionner. Quand vous avez fait ça, vous pouvez sortir des expressions en cliquant n'importe où ailleurs. Et donc là on voit qu'il nous répète bien l'animation sur la rotation en X. Le cube semble rotationner constamment vers l'avant. Mais si on regarde bien, en réalité, c'est pas exactement ce qu'on veut. Parce que là, vous voyez qu'on a une valeur de 0. Ensuite, on a la valeur de 90 qu'on a définie. Mais sur l'image d'après, l'expression a réinitialisé l'animation pour la répéter. Et on a donc tout recommencé à 0. Là, on a à nouveau plus que 3 degrés de rotation, alors qu'on avait 90 juste avant. Vu que toutes les faces sont exactement les mêmes, on ne le remarque pas pour l'instant. Et donc, si jamais on copie l'expression et qu'on vient la mettre dans la rotation en Y, vous voyez que l'animation saccade. On sent bien qu'il y a un arrêt et puis que l'animation recommence à 0. Heureusement pour nous, la fonction loopout, elle propose 4 manières différentes de créer la boucle.
boucle. Là, on avait la manière par défaut qui consiste à revenir à 0, mais si on vient ouvrir les guillemets et écrire offset entre les guillemets, et qu'on copie-colle l'expression dans l'autre champ, on crée ici l'animation qu'on voulait, puisque la boucle ne se crée pas en retournant constamment à la valeur 0, mais en incrémentant à partir de la valeur finale précédente, ce qui nous donne ce chouette résultat qu'on souhaitait avoir. Pour rendre l'animation plus intéressante, je vais venir ajuster un petit peu sa vitesse dans l'éditeur de graphique. Donc pour ça, je sélectionne toutes les images clés, j'appuie sur F9 et je viens cliquer ici. Et là, je vais vouloir que l'animation accélère au milieu et ralentisse aux extrémités. Donc je viens sélectionner les premières images clés, je tire leur poignet vers la droite, je fais la même chose dans l'autre sens pour les images clés de fin. Ça donne ça, et c'est pas vraiment le rendu que je voudrais parce qu'on a un gros stop entre chaque rotation. Donc pour conserver cette accélération au milieu en évitant d'avoir un arrêt brut sur la fin, je vais venir faire un clic droit sur l'image clé, aller dans Vélocité et faire en sorte que la vitesse reste à 30 degrés par seconde au début et à la fin. Je reproduis la même chose de l'autre côté. Là, on voit que je l'ai fait pour la rotation Y, donc il me reste encore à le faire pour la rotation X. 30 en sortie au début et 30 en entrée à la fin. Et voilà, là on a vraiment le rendu que je voulais, c'est-à-dire que le mouvement ne s'arrête pas entre chaque rotation, mais on a quand même bien cette petite accélération dynamique au milieu. Si jamais vous ne maîtrisez pas bien l'éditeur graphique et que vous n'avez pas très bien compris ce que j'ai fait, j'ai été très vite parce que j'ai déjà une vidéo d'1 heure sur la vitesse et le mouvement qui est, je pense, vraiment très complète et qui aborde tout ça en détail. Donc voilà, je rentre pas dans les détails ici, mais si vous voulez vous améliorer là-dessus, je vous mets la vidéo en fiche. Et idem pour les expressions, si ça vous intrigue ces petits bouts de code, je travaille depuis très longtemps sur un gros cours qui aura pour ambition de vous apprendre à écrire vos propres expressions, à vraiment être autonome et à pouvoir créer vos propres automatisations grâce au JavaScript dans After Effects. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez vous abonner ou mettre votre mail sur mon site pour être parmi les premiers informés quand ça sortira. En attendant, on va continuer notre animation. On a animé le grand cube, maintenant on voudrait que le petit cube suive le mouvement mais avec un petit décalage. Pour ça, on va venir copier la rotation X et la rotation Y, CTRL-C, on sélectionne le contrôle du petit cube, on fait CTRL-V, donc là maintenant on a la même animation partout, ce qui est pas inintéressant mais ça pourrait être plus dynamique. Ici, j'ai une composition à 30 images par seconde et l'animation se termine sur 1 seconde, donc 30 images. Je vais venir me mettre au milieu, c'est-à-dire à 15 images. Je vais sélectionner toutes les images clés et je vais venir décaler la fin pour qu'elle soit à 15 images et pas à 30. De cette manière, j'ai bien le décalage que je voulais et mon animation est plus dynamique. Pour terminer, je vais éventuellement vouloir modifier mon angle de vue parce que là, j'ai l'angle par défaut d'After Effects où il regarde droit devant lui. Pour faire ça, je vais retourner en une vue pour avoir uniquement ma vue finale. Et ici, j'ai deux choix. Soit je viens directement pivoter l'angle final avec les outils qu'on a vu tout à l'heure et donc ça me permet éventuellement de créer une vue plus intéressante. Soit je veux davantage de contrôle et de paramètres et je vais venir créer une vraie caméra virtuelle que je vais pouvoir paramétrer et positionner où je veux pour avoir vraiment précisément le rendu final que je souhaite. C'est ce qu'on va faire, donc on va cliquer droit dans la zone grise, aller dans nouveau, et là donc on voit qu'on a l'option caméra. Et là on a tout un tas d'options qui font assez peur. Je vais les parcourir très vite, mais voilà, le tuto est déjà long, donc je vais pas non plus rentrer trop dans les détails. Vous avez déjà le type de caméra, donc est-ce que ça va être une caméra à un nœud ou à deux nœuds? Ici on va rester à un nœud. En gros ça change quoi? Une caméra à un nœud, elle regarde toujours droit devant elle. Je vais vous montrer tout de suite. Ici j'ai ma caméra à un nœud, on voit qu'elle a une position, et si je bouge la position de la caméra, fatalement ça change ce qu'on voit. Si je vous remets les deux vues de tout à l'heure, la caméra on voit qu'elle est ici, elle regarde droit devant elle, c'est ce qu'on voit dans cette vue-ci. Quand la caméra se déplace vers la droite, fatalement l'objet se déplace vers la gauche, et donc on voit de moins en moins l'objet jusqu'à ce qu'il sorte complètement du champ de vision. Si je modifie les paramètres et que je passe sur une caméra à deux nœuds, vous voyez qu'on a un nouveau paramètre qui est le point ciblé. Le point ciblé, ça va être l'endroit que va regarder la caméra, et vous voyez que si je bouge le point ciblé sans bouger la position de la caméra va automatiquement rotationner pour regarder en direction du point ciblé. Le point ciblé dans la visualisation, c'est la boule qu'on voit là, et si à l'inverse je modifie la position sans modifier le point ciblé, on voit à nouveau que la caméra va ajuster sa rotation pour toujours avoir le point ciblé en vue. Donc voilà, c'est deux manières de travailler légèrement différentes. Si jamais vous débutez là-dedans, testez les deux et voyez ce qui vous paraît le plus naturel. Nous ici, on n'a pas de mouvement de caméra à faire, donc on va pas se prendre la tête. On va simplement rester sur du 1 nœud. Ensuite, on a ici tout un tas de paramètres prédéfinis qui nous permettent de contrôler la focale. Vous voyez que quand je change ce paramètre, la représentation graphique de ma caméra ici à droite, elle évolue. Plus ce paramètre ici va être haut, plus je vais avoir un angle de vue qui va être important, et donc plus je vais avoir en contrepartie un zoom qui va être important. En gros, ces paramètres prédéfinis ici, ils influent sur tous les paramètres qu'on voit, donc la distance focale, l'angle de vue et le zoom. Et en gros, pour faire très simple, plus le nombre de millimètres va être faible, plus vous allez avoir une distance focale et un zoom qui vont être très faibles, car l'angle de vue est grand. Donc la caméra, on le voit ici, sur la représentation graphique, elle est très proche de sa zone d'intérêt, et donc elle a un angle de vue qui est très large et un zoom qui est très faible. A l'inverse, si je viens ici mettre du 200 mm, la distance focale va être énorme, l'angle de vue va être très faible, elle ne va regarder qu'à travers un tout petit faisceau,
Et pour contrebalancer cette énorme distance focale et ce faible angle de vue, elle va devoir zoomer très fort. Outre les préconfigurations, vous pouvez modifier ça manuellement pour voir un peu comment ça rend. Mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec une faible focale, vous allez avoir beaucoup de distorsion de perspective, alors qu'avec une très haute focale, vous n'allez quasiment pas en avoir. Je vais vous mettre à l'écran là la même animation avec une distance focale à 15, avec une distance focale à 200. Normalement, vous voyez bien que la différence de focale induit des perspectives qui sont très différentes, et la différence est vraiment pas négligeable. Donc vraiment, la quantité de distorsion de perspective que vous voulez, c'est très important d'y réfléchir quand vous créez votre caméra. Et nous ici, vu qu'on veut vraiment que le spectateur saisisse bien la physique du cube et qu'on voit bien les changements induits par les rotations, je vais venir prendre une focale très faible à 15 mm. Les autres paramètres que vous allez avoir, c'est la profondeur de champ. Donc est-ce que vous voulez qu'il y ait une couche qui soit nette, et puis que vous voulez que ça soit flou devant et derrière, vous pouvez l'activer, le désactiver ici, et puis définir la distance qui sera nette à partir de ce curseur-ci. Globalement, c'était tout ce qui était un peu compliqué à comprendre. Les autres options que vous retrouvez dans la rubrique options caméra, vous pouvez les animer et elles sont plus simples à comprendre, hein. Elles vont désigner la forme du flou, le niveau du flou, l'ouverture, etc. Donc pour ne pas trop rallonger la vidéo, je vais vous laisser découvrir tout ça vous-même si vous ne connaissez pas déjà. Globalement, il suffit de lire le nom des options. Bref, maintenant qu'on comprend un petit peu mieux comment fonctionnent les caméras et qu'on a paramétré notre caméra correctement, il reste encore à la positionner à l'endroit qu'on veut pour avoir l'angle désiré. Pour ça, je vais à nouveau venir faire CTRL ALT SHIFT Y pour créer un objet nul, CTRL SHIFT Y pour le renommer, je vais l'appeler CTRL caméra, je vais le passer en 3D, je vais lier la caméra à l'objet nul. Pourquoi est-ce qu'on utilise un objet nul au lieu de modifier directement les paramètres de la caméra? C'est surtout parce que l'objet nul, il est toujours visible dans la visualisation, puisqu'il est devant la caméra et que quand on fait avancer l'objet nul ou qu'on le fait baisser, la caméra bouge avec lui. Le petit carré de l'objet nul ici, il reste toujours au même endroit. Si on appuie sur W pour récupérer l'oscillation, on peut venir faire tourner l'objet nul et donc la caméra autant qu'on veut. Donc voilà, de manière générale, c'est très pratique. Après, bien sûr, vous pouvez aussi utiliser les outils qu'on a vus avec C. Si j'appuie sur C et que je suis dans la caméra active, l'outil va bouger ma caméra directement, donc c'est ce qui sera exporté. Là, on le voit bien avec les deux vues. Donc voilà, il y a plusieurs manières de modifier votre caméra. C'est vous qui voyez ce avec quoi vous êtes le plus à l'aise. Bref, moi ici, je vais vouloir monter un petit peu ma caméra pour avoir une vue du haut, la faire pivoter un petit peu vers la gauche pour avoir une vue décalée, prendre l'outil rotation et faire pivoter l'objet nul pour avoir l'angle de vue qui m'intéresse, avancer sur l'axe Z pour zoomer un petit peu plus, et après quelques essais et un peu de marche avant-arrière, j'en suis arrivé à ce point de vue là que je trouve très intéressant puisqu'il est un petit peu en décalé. J'ai un peu augmenté la focale qui était vraiment trop extrême, pour le coup à 15 mm on avait vraiment trop de déformation. À 24, je pense qu'on se rend bien compte de la physique de l'objet sans que ça soit trop extrême non plus. Donc là on a fait une belle animation de cube, c'est chouette, on pourrait s'arrêter là, mais je vais vous montrer maintenant comment j'ai fait pour gélifier un petit peu cette animation. Donc on va venir déjà créer une boucle parfaite, je vais venir créer une nouvelle composition à partir de la composition qu'on a. On voit qu'ici l'animation elle ne boucle pas parfaitement, donc on va commencer par trouver un point qui puisse permettre de faire débuter et terminer l'animation sur la même frame. Je me rends compte que si je retire la première seconde et la dernière, j'ai 8 secondes qui bouclent parfaitement puisque j'ai exactement la même image à la 9e seconde qu'à la première. Donc c'est parfait, je peux faire clic droit, réduire la composition à la zone de travail. Et une fois qu'on a ça, on peut venir chercher l'effet balayage temporel. C'est un effet qui a en gros 3 paramètres importants, et pour que vous compreniez bien comment il fonctionne, je vais d'abord l'appliquer à une vidéo random, ça sera plus clair. Ok, je crois que j'ai trouvé ce qu'il nous faut, je vais à nouveau chercher l'effet balayage temporel. Si vous avez After Effects en anglais, il s'appelle Time Displacement. Là, l'effet, il se référence lui-même, donc ça n'a pas trop de sens. Pour que vous compreniez mieux, on va créer une vraie référence. Donc je vais faire CTRL Y. Je vais faire en sorte que le solide que je crée soit à la taille de la composition en cliquant sur le bouton ici. Je vais l'appeler référence déplacement. On va appliquer l'effet gamme des dégradés à notre solide. Et c'est parfait, on a bien ici des pixels qui sont noirs tout en haut et blancs tout en bas, avec une évolution en dégradé. Pour que ce soit plus simple à interpréter pour After Effects, je vais rajouter un effet postérisation qui va me permettre de séquencer mon dégradé. Je vais me le réduire ici à 4 couleurs. Et donc on a bien du noir, du gris foncé, du gris clair et du blanc. Si je masque ce calque-ci et que je fais en sorte que mon balayage temporel récupère comme référence non pas lui-même mais le calque qu'on vient de créer, et que je fais en sorte que les effets et les masques soient pris en compte, puisque là ici on a bien appliqué notre dégradé avec des effets, on a ceci qui apparaît. Je pense que là, du coup, on comprend vraiment bien ce que fait l'effet. Si je réactive la référence, ce qui se passe est extrêmement clair. En fait, ce que fait cet effet, c'est qu'il va regarder ce qu'il y a dans la vidéo, et il va simultanément regarder la luminosité de la référence qu'on lui a donnée. Plus la référence est blanche, plus il va montrer sur cette zone-là des images suivantes de la vidéo. Là, vous voyez qu'au début de la vidéo, les cheveux de Macron ne bougent pas du tout, alors que ses mains sont déjà en train de bouger. En réalité, si on regarde le clip original, les mains, elles bougent un petit peu après le début de la vidéo, mais vu qu'on est sur du blanc, After Effects va chercher les images suivantes. En l'occurrence, vu que j'ai mis le paramètre
à 1 seconde, il va chercher l'image qui a 1 seconde. Si on regarde l'image ici au niveau des mains, c'est bel et bien l'image qu'on a à 1 seconde ici. Donc on a bien 1 seconde de décalage. Et à l'inverse, là où la référence est noire, il va afficher des images précédentes de la vidéo. Or ici, comme c'est le tout début de la vidéo, il a rien à afficher, donc il montre une image statique jusqu'à pile 1 seconde, qui est toujours le déplacement maximal que je lui demande. Et à partir de 1 seconde, on le voit pas beaucoup parce que c'est juste le haut de sa tête et il la bouge quasiment pas, mais si on regarde la lettre U ici, là on voit qu'elle commence à bouger un tout petit peu à partir de 1 seconde, alors qu'elle était complètement statique au début. Quant aux couches de gris foncé et de gris clair, c'est une simple modification moins intense. Comme on a 1 seconde de décalage max, le noir pur c'est moins 1 seconde dans le temps, le blanc pur c'est plus 1 seconde dans le temps, et donc logiquement si je mets 5 niveaux ici, on va avoir un parfait gris moyen, et ce parfait gris moyen ne correspond à aucune variation. Pour cette petite bande du milieu, il n'y a aucune déformation, c'est exactement pareil que s'il n'y avait pas d'effet du tout. J'espère que vous comprenez un peu le principe, c'est extrêmement puissant, c'est le même principe sur lequel se base l'effet dispersion, sauf que l'effet dispersion, à la place de regarder les images de la vidéo et d'afficher des images précédentes ou suivantes en fonction de la luminosité, il applique une modification aux pixels de l'image elle-même. En anglais, dispersion c'est displacement map, balayage temporel c'est time displacement, c'est quand même beaucoup plus logique, je ne peux que vous recommander de mettre After Effects en anglais. Bref, du coup, si vous avez compris ça, je peux retirer la postérisation. Et donc là, au lieu d'avoir seulement 5 niveaux possibles de déformation, on va en avoir 255 pour être précis. Comme on travaille en 8 bits par couche, on a 255 valeurs possibles dans chaque couleur. Donc on a 256 valeurs de déformation possibles. Et donc si on regarde maintenant sans la postérisation, ça donne ça. On a quelque chose de beaucoup plus progressif, vu qu'on a beaucoup plus de bandes de couleurs différentes. Maintenant attention, ici j'ai une vidéo qui est en 25 fps, et donc j'aurai jamais quelque chose avec une très haute définition, puisqu'il n'y a juste pas assez d'images. On aura beau avoir 256 bandes de couleurs différentes, si on a que 25 images par seconde, le logiciel ne pourra pas donner le niveau de détail des 256 bandes, tout simplement parce qu'il n'a que 25 images à sa disposition, et donc on a quelque chose qui n'est pas très fluide, puisqu'on a cette espèce de grosses couches en forme de blocs qui viennent distordre l'image. Donc on a vu comment marchait la référence, on a compris comment marchait le décalage en secondes, il reste juste ici la petite case à cocher qui permet de faire en sorte que votre référence récupère la taille de la vidéo si jamais elles étaient différentes. On n'a plus qu'à voir le paramètre de fréquence. Ce paramètre c'est vraiment la résolution de l'effet. Là comme on l'a vu on a que 25 images par seconde donc ça n'a aucun intérêt parce qu'on ne peut pas recréer plus d'images qu'on en a. Mais si je viens baisser le paramètre à 5, vous allez voir que vous allez avoir quelque chose de beaucoup plus saccadé. Vu que j'ai 25 images par seconde ici, je peux donc monter jusqu'à 25. Si je le monte au-dessus, ça ne va absolument rien changer puisqu'il ne peut pas m'inventer plus d'images qu'il n'y en a. On peut maintenant se débarrasser de cette démo et attaquer notre cube qui lui a l'avantage d'avoir été fait sur After Effects et donc d'avoir théoriquement un nombre d'images infini. Ici, je vais pouvoir augmenter la fréquence autant que je veux puisqu'il aura juste à calculer des centaines et des centaines d'images si besoin, mais vu que c'est fait sur After Effects, il peut créer des centaines d'interpolations si besoin. Donc je vais vous montrer ici avec une résolution à 60 par exemple. Voilà ce que ça donne et vous commencez à apercevoir cette espèce de distorsion un peu liquide. Avec cette résolution, ça nous donne ce résultat là. Vous voyez à nouveau bien comment la référence organise la distorsion avec une distorsion opposée entre les couches noires et blanches. Et donc ici, pour avoir quelque chose qui soit le plus clean possible et le plus liquide possible, on va devoir monter ce paramètre à son maximum qui est à 3600. 3600 c'est vraiment beaucoup et ça va être très long comme rendu, donc je vais me mettre ici en 1/4 pour simplement vous montrer ce que ça donne. On peut ici masquer la référence. Et donc là on voit qu'on commence à avoir quelque chose de beaucoup plus fluide et détaillé, mais si on regarde bien on voit qu'on a encore une forme de postérisation ici. Certes je suis en 1/4, mais même si je me mets en intégrale pour une seule frame, on voit qu'on a bien ici quelque chose d'assez segmenté, d'assez postérisé. C'est pas du tout la belle ligne fluide qu'on voudrait. Pourtant la qualité est bien au maximum, et j'ai bien une animation faite sur After Effects que le logiciel peut interpoler autant qu'il veut. Donc là ça paraît incompréhensible cette postérisation, mais en fait elle s'explique par ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire le fait qu'on a ici 256 valeurs possibles, qui sont les couches qui s'étendent de la valeur 0, le noir, jusqu'à 255, le blanc. Donc je suis en train d'étendre 256 valeurs de couleurs sur 1080 pixels. Donc en gros j'ai 4 fois trop de pixels par rapport au nombre de couleurs que j'ai à ma disposition. Et donc fatalement, ça ne me donne pas des belles lignes lisses, mais des lignes très cisaillées. Pour changer ça, on peut venir dans l'onglet projet et faire alt-clic sur le nombre de bits par couche pour passer en 16 bits par couche. Ce qui va avoir pour effet de faire diamétralement augmenter le nombre de couleurs dont on dispose dans notre projet. Pour rappel, la valeur max c'était 256, là elle est à 32 768. Ça va donc augmenter la résolution de notre dégradé et ça va nous permettre d'avoir le rendu fluide et lisse qu'on cherche. Le problème c'est que vous allez avoir des temps de rendu très longs. Là je parle depuis tout à l'heure et After Effects est toujours en train de rendre la même image. Donc si vous voulez vraiment quelque chose de fluide à ce niveau-là de détail, vous avez intérêt à faire vos paramètres sur une seule image en basse résolution et puis ensuite à appliquer les paramètres définitifs en résolution maximale, à lancer le rendu, à aller vous coucher et à récupérer la vidéo le lendemain matin, parce que
Là déjà, sur une animation qui est quand même pas non plus ultra complexe et qui dure même pas 10 secondes, j'en ai bien pour 2 bonnes heures de rendu, et j'ai un PC qui fait très bien tourner After Effects. Voilà, là vous voyez que j'ai un temps de rendu de 286 secondes pour cette seule frame là, ça fait quasi 5 minutes pour une seule image, donc c'est vraiment très long. Mais là vous voyez que vous avez bien la résolution maximale que vous pourrez avoir, puisque vous avez bien un déplacement par couche de pixels, donc ça donne des lignes beaucoup plus clean. Là ça reste un petit peu discontinué, mais c'est parce que la distorsion est vraiment très importante, et dans tous les cas on a bien une haute résolution au sens où on a bien un pixel par couche, c'est juste que les lignes ne se touchent pas parce que la distorsion est trop forte, mais ici vous avez vraiment une distorsion extrêmement unique que vous auriez pas pu faire autrement. Donc voilà, c'est vraiment une technique intéressante, je vous invite vraiment à expérimenter avec cet effet et à voir ce que vous pouvez faire avec, parce que là je vous ai présenté l'exemple le plus classique avec un dégradé qui va du noir au blanc, mais on pourrait tout à fait rajouter des déformations à ce dégradé, rajouter par exemple un twirl, un tourbillon je crois en français, pour avoir une référence de distorsion différente qui va encore vous ouvrir tout un panel de nouvelles distorsions. Pour vous montrer rapidement, je vais me mettre en 1/4 et je vais me remettre en 8 bits par couche. Voilà, vous voyez que ça vous donne encore un tout nouveau rendu. On pourrait remplacer ça par des turbulences directement. Avec cette référence là, ça nous donne ce type de rendu. On pourrait même imaginer que la référence s'anime à travers le temps, hein. Là ici on a une option d'évolution, on peut faire Alt-clic, time x10 par exemple, point virgule, je relâche. Ça va me permettre d'augmenter la propriété d'évolution avec une fonction qui monte sans arrêt. On voit ici que ça s'anime légèrement. Avec cette évolution, la référence va évoluer au fur et à mesure. Donc on aura également ici des distorsions qui vont évoluer au fil du temps. Bon là évidemment frame par frame ça n'a pas vraiment d'intérêt, mais c'est juste pour vous montrer que vous pouvez faire d'autres choses que simplement mettre des dégradés linéaires. Et puis bien sûr vous pouvez aussi jouer avec la position du dégradé. Là dans mon animation il va de haut en bas. On pourrait bien sûr imaginer que la distorsion s'étende de gauche à droite et on aurait encore à nouveau des rendus différents. Voilà, comme toujours ce projet est disponible gratuitement sur mon site. Vous pouvez le télécharger pour jouer un petit peu avec vous-même, que ce soit pour décortiquer la 3D ou le balayage temporel. Moi, une fois que j'avais appliqué mon effet avec la résolution maximale, j'ai donc exporté tout ça. Ensuite, je l'ai réimporté pour le texturer. La prévisualisation prend tellement de temps avec l'effet que j'ai préféré exporter tout en noir et blanc avec le balayage temporel, et puis ensuite réimporter la vidéo pour la texturer. C'est vraiment pas sorcier, mais si vous découvrez ça, j'ai un tutoriel sur les textures qui est disponible en haut à droite. Et puis voilà, j'ai de temps en temps fait des petits flashs avec l'effet inversé pour avoir une version en noir sur blanc et une version en blanc sur noir. Ça rajoute un peu de diversité. Une fois que j'ai eu fini tout ça, j'ai exporté, j'ai réimporté dans Premiere Pro pour rajouter un peu de sound design, m'assurer que ça boucle bien, et puis voilà, toutes les étapes étaient terminées. J'espère que le tutoriel vous aura aidé. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire, je réponds toujours. Si jamais vous avez besoin qu'on aborde ensemble un aspect précis d'After Effects ou un concept en motion design avec lequel vous avez du mal, je donne des cours particuliers, donc n'hésitez vraiment pas à m'écrire, le lien est dans la description et on pourra voir tout ça ensemble. Et puis voilà, bonne journée, bon travail et bon courage.